Bonjour à tous. On va peut-être démarrer. Je vais juste Bonjour à introduire tous. les intervenants. Donc, nous sommes ravis aujourd'hui de vous accueillir dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées pour cette visio qui est consacrée aujourd'hui au handicap invisible et aux aménagements raisonnables. Différentes actions sont menées pour cette semaine. Donc, comme vous avez pu le voir, je pense, on a proposé hier une formation sur les troubles psychiques. Demain midi, nous serons à la Faculté des sciences éco pour une sensibilisation à l'accessibilité numérique. La même intervention aura lieu sur Beaulieu vendredi midi. Et jeudi, plusieurs collègues participeront au Duo Day où ils partageront en fait leur quotidien de travail avec une personne en situation de handicap. Initialement, on avait prévu que cette table ronde se fasse en présentiel. Cette rencontre a été transformée en visioconférence pour permettre en fait au plus grand nombre d'y participer. On remercie bien sûr chaleureusement la chaire Vivre Ensemble pour son adaptabilité et sa disponibilité. Cette session donc va être animée aujourd'hui par Madame Sylvie Moisdon-Châtaignier, qui est professeure des universités, directrice du laboratoire IOD, Monsieur Bourcard, qui est DRH, expert en management social. Et donc voilà, je vais leur laisser la parole pour ces quelques minutes ensemble. Merci beaucoup. Bienvenue à tous pour ces moments d'échange. Alors, je vais partager mon écran pour présenter le document que nous avons préparé pour vous. Est-ce que tout le monde le voit? A priori, c'est bon. Parfait. C'est bon. Très bien. Parfait. Donc, effectivement, nous avons proposé cet échange autour du handicap invisible à partir des travaux de la chaire Vivre Ensemble, qui est de la fondation de l'université de Rennes. Euh, dans le cadre, je pense que ça ne déroule pas. Alors, je cherche le moyen. Ah, donc, je pense qu'il faut que je fasse un arrêt. Euh, alors, voilà. Et donc, la chaire Vivre Ensemble, pour resituer du contexte duquel je parle, c'est une chaire qui existe depuis 2019, donc avec différents partenaires dont les logos sont présentés ici. Et l'objectif, hein, c'est d'envisager ce partenariat entre les chercheurs de l'université et les entreprises qui ont été donc susnommées et différentes organisations pour engager des actions sur le vivre ensemble en entreprise. Les objectifs de la chaire sont de mettre en place des outils innovants pour aider à améliorer ce vivre ensemble à travers différentes études qui sont des études de terrain, des rencontres avec des entreprises, des actions de formation, de sensibilisation, y compris par vidéo que vous retrouvez sur le site de la chaire Vivre Ensemble. Et lors du premier mandat, eh bien, une action a été envisagée autour du handicap invisible qui a donné lieu à une recherche que vous retrouvez sur le site de la chaire Vivre Ensemble, alors avec un rapport assez classique d'un point de vue académique, mais aussi une fiche synthétique qui présente les résultats
les résultats de la recherche et tout est accessible sur le site. Et puis, un colloque qui a été organisé par Anne Joyot et moi-même sur le handicap invisible qui a donné lieu à une publication dont je vous parlerai tout à l'heure. Et donc, c'est à partir de ces recherches que nous avons proposé, comme je vous disais tout à l'heure, une réflexion dans le cadre de la semaine de l'emploi pour les personnes handicapées. Et évidemment, Olivier Bourcard, qui est une partie participante de manière très active au sein de la chaire, participe à nos travaux, notamment sur le handicap invisible, et donc va animer cette présentation avec moi. Et donc, pour envisager le handicap invisible, comme je parle en tant que juriste, eh bien, je commence par une définition concernant le handicap, hein, en vous montrant les différents éléments qui sont envisagés dans le cadre de la loi. Ce qu'on peut constater, c'est que le handicap invisible est intégré dans cette définition très large hein, du handicap hein, qui vise la limitation d'activité, la restriction de participation à la vie en société en raison d'une altération qui va toucher différentes fonctions. Et vous voyez que depuis la loi de 2005, qui est la loi très importante au XXIe siècle sur ces questions, le périmètre des fonctions qui sont altérées sont largement visées. Elles sont physiques, sensorielles, mentales, cognitives et psychiques, polyhandicap ou encore un trouble de santé invalidant. On va retrouver ces éléments-là dans dans l'approche hein, du handicap invisible. Et donc, eh bien, naturellement, le handicap invisible, il n'est pas apparent. Il y a de ce fait-là peu de représentation sociale du handicap invisible, alors que d'un point de vue de ces représentations, on va toujours imaginer un handicap visible qui va altérer la situation de la personne. Ce qui conduit à ce que là aussi, pour le handicap invisible, il y a une très grande variété des situations, des troubles psychiques cognitifs, d'une atteinte à la motricité plus, alors évidemment invisible. Donc on voit bien que malgré tout, ça peut quand même porter sur cette question de la motricité, des maladies invalidantes hein, ou des douleurs chroniques qui vont altérer les conditions de vie de la personne. Ce qui est assez impressionnant hein, quand on envisage ces questions du handicap invisible, hein, c'est que 80% des handicaps sont en réalité invisibles et ça va concerner au moins 10 millions de personnes pour envisager cette qualification. La particularité depuis la loi de 2025, hein, c'est que toutes les questions relatives au handicap sont aussi envisagées dans le contexte environnemental. Peut-être qu'une expression que vous avez entendue d'ores et déjà, c'est la personne en situation de handicap hein, qui va conduire à ce que l'on prenne en considération cet environnement qui va venir impacter le handicap. Euh, parfois même l'aggraver et parfois même être à l'origine de cette situation de handicap puisque c'est l'environnement qui va provoquer une altération. Les enjeux par rapport à cette question du handicap, c'est avant tout l'évaluation de la situation. Et cette évaluation de la situation, c'est à la fois par la personne elle-même, mais aussi la question de la révélation dans la structure dans laquelle la personne travaille. Je m'y arrête deux petits instants. La question de cette reconnaissance par la personne elle-même est particulièrement délicate pour le handicap invisible, précisément parce qu'il est invisible et précisément parce que les personnes ont euh, l'habitude de compenser naturellement ce handicap. Et donc, reconnaître la qualification même du handicap est déjà pour la personne elle-même
difficulté. Ça conduit aussi nécessairement à une difficulté de révélation, puisque du fait du phénomène de compensation, les personnes ne se sentent pas dans l'obligation d'envisager de révéler leur situation. Et c'est d'autant plus délicat puisque cette révélation nourrit des craintes, mais aussi des espoirs. On l'envisage aussi largement dans les différentes études pour notamment envisager l'adaptation des conditions de travail, adaptation des conditions de travail qui sont réglementairement envisagées à partir des aménagements dits raisonnables et qui doivent nécessairement être coordonnés avec l'équipe de travail et l'organisation de la structure en général. Puisque là aussi, la particularité du handicap invisible est de comprendre non seulement les besoins de la personne dans le cadre des aménagements raisonnables, mais aussi de savoir comment on va l'intégrer dans le cadre de l'équipe de travail ou d'une manière plus globale dans le cadre de la structure. Puisque tous ces éléments-là partent de cette évaluation de la situation et partent aussi du choix de la personne de révéler son handicap. C'est un élément qui appartient à la personne, qui relève de sa vie privée, quand bien même elle ait la possibilité de pouvoir avoir des aménagements et donc une reconnaissance de son statut, elle n'est pas obligée de le faire. Les aménagements raisonnables pour envisager comment on va adapter cette question pour les personnes en situation de handicap dans les environnements de travail sont tous envisagés d'un point de vue du droit autour de la question de l'égalité avec les autres et sur la discrimination. Donc, je vous ai mis ici deux textes qui sont très importants. Pourquoi? Parce que au niveau normatif, ce sont des textes qui portent et qui vont contraindre les structures à envisager ces aménagements raisonnables dès lors que l'on a une appréciation de la situation et l'évaluation et donc la révélation de la personne à partir de la situation qu'elle a pu expliquer. Ces aménagements raisonnables, que ce soit dans le texte international ou dans le texte national, vont viser toujours une charge proportionnée qui va être prise en considération et l'employeur va prendre en fonction de la situation concrète les mesures. Le texte du Code du travail fait référence notamment à cette accessibilité numérique qui fait aussi l'objet de conférences au cours de cette semaine au sein de notre université. Alors, ce qui m'a semblé intéressant dans cette présentation des textes, c'est que on va vraiment envisager ces aménagements raisonnables à partir d'un risque de discrimination. Mais évidemment, ce ne sont pas les seuls éléments qui vont apparaître. Les cahiers de la GFIP, qui est l'association qui coordonne un certain nombre d'actions autour du handicap, donne un certain nombre d'exemples concernant ces aménagements raisonnables, comme favoriser l'accès aux locaux de l'entreprise. On peut imaginer que, quel que soit le handicap envisagé, il puisse y avoir bien sûr un accès par rapport à la motricité, mais aussi par rapport à d'autres troubles qui pourraient être révélés, l'adaptation du poste, l'organisation notamment par le biais du télétravail, qui peut être une méthode efficace selon certains handicaps, les rythmes et les horaires de travail, assurer un suivi médical avec les structures qui sont envisagées et puis le renforcement de l'encadrement. Dans le cadre de notre recherche, il a été aussi évoqué des exemples intéressants. J'en citerai deux. L'exemple des rampes cognitives, qui est
une approche canadienne qui a conduit à ce qu'il y ait, dans une approche globale et, pour reprendre l'expression canadienne, des accommodements individualisés. Eh bien, certains chercheurs ont imaginé donc un concept de rampe cognitive qui permet en fait la modification du rythme, je le cite, hein, modification du rythme, de la complexité ou du niveau de littératie qui permet d'accroître l'accessibilité cognitive de l'information, des processus et de l'environnement. Ça signifie en fait que l'on va adapter la manière dont on va transmettre les informations et la manière aussi dont on va envisager les tâches et l'exécution des tâches pour les adapter notamment aux troubles des personnes, comme par exemple un ajustement de l'information par la traduction de cette information dans un langage simple ou encore l'ajout d'images ou de pictogrammes ou de textes écrits. Les chercheurs canadiens avec qui nous avions travaillé nous ont fait part de ces différents dispositifs. Et puis, second exemple, le parcours de reconnaissance qui conduit à éviter des ruptures trop brutales entre les différents établissements et permettre à ce qu'il y ait une connexion avec des établissements et des services de préorientation et de réadaptation professionnelle avec une structure d'emploi. Et il s'agit vraiment de travailler d'une manière coordonnée et de pouvoir utiliser aussi des dispositifs médico-sociaux pour accompagner les travailleurs qui peuvent soit avoir besoin d'une reconversion professionnelle, soit vont choisir telle ou telle activité. Et là, il y aura vraiment un parcours coordonné entre les établissements médico-sociaux et les structures d'emploi. Voilà deux exemples qui illustrent comment on envisage des, des aménagements raisonnables et pour le parcours de connaissances, même au-delà des aménagements raisonnables, puisqu'on va vraiment anticiper l'accueil des personnes et concrètement, en fait, on va pouvoir bénéficier de l'expertise du secteur médico-social pour intégrer d'une manière plus efficiente les personnes en situation de handicap dans d'autres structures. Il ressort donc de notre recherche hein, que il existe vraiment des points essentiels dans le cadre de cette acceptation, dans le cadre de cette reconnaissance spécifique pour le handicap invisible, une acceptation par la personne elle-même dans la mesure où il y a toujours une compensation extrêmement longue, l'importance de la révélation pour permettre qu'il y ait tout un travail et une mise en confiance avec l'équipe et l'organisation par rapport à cette révélation, l'identification par des salariés de points d'écoute et d'évaluation et d'accompagnement, et surtout l'importance de la co-construction des aménagements raisonnables, ce qui va notamment être débattu et présenté par Monsieur Bourcard à partir d'une histoire vécue au sein d'une structure qu'il a pu diriger en tant que DRH. Je lui passe tout de suite la parole. Merci pour cette hauteur de vue qui éclaire bien effectivement le sujet. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de participer sur ce temps à cette question des aménagements raisonnables qui est assez, pour moi, centrale dans la question de l'inclusion des personnes en situation de handicap, puisque finalement, c'est sur la qualité de ce qui est finalement accepté et intégré comme raisonnable que se joue cette question de finalement de l'inclusion et de la non-discrimination des personnes. Comme ça a été dit, je vais raconter effectivement une histoire qui est
qui est une histoire réelle en fait que moi j'ai vécue, qui est une des premières que j'ai vécues et qui est assez révélatrice effectivement. Et je prendrai un peu de, j'en ferai une synthèse à la fin pour vous dire effectivement moi quelles sont, en tout cas au vu de mon expérience de DRH, effectivement les conclusions que je peux tirer sur cette logique d'aménagement raisonnable. Alors pour démarrer avec cet exemple, en fait, c'est une personne que je vais nommer Maud, le prénom est emprunté, comptable dans une entreprise industrielle qui vit une situation de trouble bipolaire. Donc, le trouble bipolaire, voilà, c'est une altération de l'humeur qui amène à avoir des moments d'exaltation et des moments de dépression. Euh, et, euh, et le sujet, en fait, il démarre pour moi, en tout cas, avec plusieurs rendez-vous sur environ 6 mois où le manager du service me fait état de difficultés avec cette collaboratrice dans son activité, parce que elle s'occupe de la comptabilité client, donc des clients qui se plaignent effectivement de certains de ces comportements. Je reçois Maud à plusieurs reprises. Au début, pas plus d'explications que ça. Et puis, je dirais la chance, c'est que c'est finalement une personne qui s'est ouverte de sa situation personnelle en disant voilà, qu'elle a eu un diagnostic de trouble bipolaire. Et à partir de là, on a pu commencer effectivement à échanger. Alors pour vous mettre aussi dans le contexte, ce qui a aussi peut-être favorisé le fait qu'elle puisse s'exprimer sur le sujet, c'est que dans l'entreprise, on a mis en place un groupe d'écoute et que ce groupe d'écoute, en tout cas, permettait d'aller traiter justement des situations de fragilité vécues par les collaborateurs ou les collaboratrices de l'entreprise. Et dans l'échange avec Maud, la question qui est venue assez rapidement, c'est de dire finalement comment on peut trouver des solutions qui vont permettre de mieux gérer sa pathologie avec ses obligations professionnelles. Ce qui est ressorti assez vite, c'est en tout cas le mal-être qu'elle vivait du fait que ça soit quelque chose qui soit pas clair au niveau de l'équipe. Sur qu'est-ce qu'un trouble bipolaire et finalement les interrogations, même si elle avait des liens assez forts avec en tout cas une partie de l'équipe, le fait que ça soit pas clair, c'était un élément important. Et donc, ce qu'on a convenu ensemble, c'est de se dire comment on est capable de faire un point avec l'équipe sur finalement, c'est quoi le trouble bipolaire. Là, on a fait intervenir, je fais court, mais un expert sur le sujet on a organisé une réunion avec tous les membres de l'équipe, y compris le manager et la collaboratrice, Maud, et où cet expert a pu nous parler effectivement du trouble bipolaire, nous faire un peu un historique et de le faire d'un point de vue, d'une manière assez descriptive et pas forcément sous l'angle pathologique. On avait des chiffres, on avait tout un tas d'éléments assez concrets, d'exemples qui permettaient d'illustrer la situation. Ce qui a été le deuxième temps en fait de cette réunion, là, Maud a pu, elle, parler de finalement, elle, comment elle vivait sa situation je dirais, par rapport à sa maladie et dans son lien au travail. Voilà, comment c'était vraiment très intéressant d'entendre, elle, son vécu
donc plutôt sur la partie émotionnelle, parce qu'elle il y avait quand même un certain nombre de choses qu'elle voyait et qui montraient comment elle pouvait être affectée effectivement par ces situations-là. Le troisième temps en fait de la réunion qui était vraiment très intéressant, c'est qu'un dialogue s'est établi pour dire mais finalement l'équipe assez spontanément a été de dire mais nous comment on peut t'aider dans ce que tu vis par rapport au travail. Et ce qui est ressorti dans le dialogue entre experts, Maud et l'équipe, c'est que finalement, ces troubles de l'humeur, ils se régulent par des solutions de médicaments et que l'enjeu, c'est d'avoir toujours le bon dosage qui permet d'éviter ces phases up et ces phases down. Et que l'entourage, en l'occurrence là, l'entourage professionnel, pouvait être un bon indicateur de changement de phase, voire d'inadaptation effectivement du traitement à l'instant T. Et que donc, finalement, le groupe, le collectif pouvait avoir un rôle de vigilance en disant, bah, tiens, on a observé là un changement dans ton attitude et d'être capable de le faire remonter directement à Maud pour qu'elle puisse l'intégrer. Parce que souvent, en fait, ce qui était décrit, c'est que les personnes n'avaient pas nécessairement conscience du changement, effectivement, de leur humeur, sauf que quand ça prenait des proportions qui étaient un peu trop importantes. Et à partir de là, en fait, on a mis en place, je dirais, je vais dire un process, mais c'est presque ça, pour dire, ben, voilà, le collectif observe voilà, avec bienveillance, signale effectivement à Maud. Maud gère la chose. Alors, gérer, ça veut dire effectivement aller voir son médecin pour signaler en disant, bah, tiens, parce que m'ont remonté les collègues, est-ce qu'il faut changer effectivement la prescription ou pas et parfois, effectivement, ça pouvait être d'avoir un moment de repos. Donc, c'était souvent effectivement un arrêt de travail. Ce qui a amené de notre part, du côté de l'organisation, à se dire, ben, est-ce qu'il ne faut pas qu'on aménage effectivement son poste? Et donc là, ce qui a été fait, c'est que tous les vendredis, en fait, elle avait la possibilité, alors c'est pas la possibilité, tous ces vendredis étaient en télétravail. Donc un poste a été aménagé à son domicile pour qu'elle puisse avoir accès au réseau de façon sécurisée, etc. Et avec des activités qui étaient bien cadrées pour ce vendredi, de manière à ce que sa semaine en présentiel soit une semaine qui soit un peu moins fatigante pour elle, avec 4 jours en présentiel et avec un jour en distanciel. Voilà. Et ce qui était intéressant dans cette situation-là, c'est que finalement, il y a eu un travail collectif qui a fait que, eh ben, il y a eu un certain nombre d'aménagements, vous voyez, sur la partie organisation, mais sur la partie équipe, qui ont permis de gérer son trouble d'humeur en ayant, enfin, un élément dont je n'ai pas parlé, c'est également le fait que comme potentiellement elle pouvait s'absenter, il fallait que l'organisation ait cette capacité aussi à pallier une absence qui était, comme souvent les absences, effectivement un peu inopinée, mais que soit cet élément-là soit intégré effectivement dans le fonctionnement de l'équipe. Voilà. Voilà un peu pour cette histoire-là que je trouve assez révélatrice, en tout cas moi, des situations, parce que je pourrais raconter d'autres histoires sur des personnes atteintes de fibromyalgie ou etc.
qui sont toutes de l'ordre effectivement du handicap invisible, comme l'a bien décrit Sylvie Moidon-Châtaignier. Moi, ce que j'en retire, en fait, c'est que finalement, on a deux angles majeurs. Et si je prends un peu de hauteur par rapport à toutes les autres situations que j'ai eu à gérer, c'est que finalement, on a un angle économique et un angle humain. Si je démarre par l'angle économique, la question qui se pose, c'est effectivement la question de la productivité. C'est-à-dire dans quelles conditions on est capable de maintenir un niveau de productivité qui soit suffisant par rapport à la situation de handicap de la personne. Donc, bon, là, c'est effectivement c'est un choix d'entreprise. Alors, ça peut être effectivement je l'ai mis sous l'angle de la productivité, mais s'il y a des erreurs qui sont faites, ça rentre effectivement dans le même sujet, ou s'il y a des clients qui vont se plaindre, c'est comment on est capable effectivement de gérer cet impact-là que l'on n'accepterait pas en fait d'une personne qui ne serait pas en situation de handicap, pour être clair. Ensuite, il y a la question des temps additionnels, parce que l'air de rien, c'est entre la partie RH, entre la partie managériale, entre la partie équipe, etc. Il y a un temps qui va être dédié effectivement à cette personne, si on le regarde sur la durée, et qui a un certain coût, qui peut être plus ou moins important. Et le dernier élément qui a un impact économique sont finalement les aménagements physiques. Si je reprends l'exemple, c'est l'aménagement du poste de travail, le fait de mettre à disposition un ordinateur, etc., s'assurer que le réseau fonctionne à son domicile. Enfin voilà, en tout cas, les équipes de l'entreprise sont allées effectivement chez elles pour que ça soit mis en place. Donc ça a un certain coût. Et également organisationnel sur le fait de pallier, par exemple, à des absences qui arrivent en nombre, en tout cas, beaucoup plus fréquemment, effectivement, que pour, je dirais, d'autres personnes, et font que il faut que l'organisation soit en capacité, et ça va avoir un certain coût, le fait d'être capable de gérer du remplacement un peu au pied levé, que ce soit, ça veut dire de la polyvalence au sein de l'équipe, et ça veut dire éventuellement des ressources externes qu'on va mettre de façon ponctuelle. L'autre angle, c'est l'angle humain. Et je trouve que celui-là, en fait, moi, je l'ai mis en second, mais je trouve que c'est sans doute le plus important. En tout cas, c'est vraiment, pour moi, une question clé, effectivement, de la réussite. Ça a été souligné par Sylvie Moidon-Châtaignier tout à l'heure sur le fait que il faut que la personne s'engage par rapport à sa situation de handicap, parce qu'il faut qu'elle fasse sa part finalement dans cet aménagement, ne serait-ce que voilà, accepter d'en parler, ce qui n'est pas une chose facile. On y reviendra à la fin. Mais pouvoir parler au sein d'une équipe de sa situation de handicap n'est pas quelque chose de simple. Et ça demande effectivement un effort assez important du côté de la personne. Et l'autre point, c'est la dimension collective, où là, en fait, dès qu'il y a une situation d'aménagement, en fait, j'ai pas en tête de situations d'aménagement qui n'ont pas d'impact sur le collectif. Et donc, ça veut dire que nécessairement, c'est comment effectivement le collectif, lui, va être partie prenante et soutenant finalement, parce que il va y avoir une logique d'évolution du mode de fonctionnement du collectif pour intégrer cette situation de handicap.
Et j'ai été agréablement surpris. Alors, peut-être que c'était lié à l'entreprise, etc. Je ne vais pas en faire des généralités. Mais en tout cas, de constater qu'assez spontanément, le collectif est soutenant. Voire même parfois, il faut faire attention à ce que le collectif ne soit pas trop soutenant. C'est-à-dire que ça reste effectivement dans une logique d'être raisonnable et de faire que, même si c'est gérable au niveau de l'équipe, comment ça ne devient pas inéquitable au sein de l'entreprise, avec un aménagement qui ne serait non plus raisonnable, mais qui deviendrait une prise en charge qui irait trop loin. Voilà, en tout cas, les deux aspects sur lesquels je voulais particulièrement insister et qui me paraissaient importants d'amener dans cette table ronde qu'on a en ce moment. Je poursuis du coup sur voilà, j'ai mis 4 autres éléments et on aura un temps d'échange ensuite. Alors, les 4 éléments que je portais à votre connaissance, ça c'est, enfin, en tout cas pour moi, je dirais la situation de handicap. Alors, parfois elle est stable. Majoritairement, ce que j'ai observé, c'est qu'elle ne l'est pas et qu'elle nécessite effectivement de la regarder dans le temps, c'est-à-dire de se dire on fait des points d'étape réguliers parce que ça change. Ce qui est toujours ce qui peut être interpellant parce que finalement, on a l'impression qu'une fois que le handicap il est dit, par exemple, la situation d'un trouble bipolaire, bon, ok, il est diagnostiqué, il est posé, mais en fait, c'est jamais la même chose. L'environnement de travail, lui, change également, la personne avec, et que ça nécessite effectivement de refaire des points pour valider, notamment sur l'aspect du collectif, que cet équilibre d'acceptation de cet aménagement soit toujours fluide et qu'il n'y ait pas d'ajustement, de communication, de points à faire. Le deuxième, c'est la question de la confidentialité. Voilà, la gestion de la confidentialité est assez centrale, c'est-à-dire que c'est un peu le piège à l'origine, parce que tant qu'il y a confidentialité, en fait, on ne veut pas traiter le sujet. Ensuite, c'est de se dire jusqu'où on accepte de communiquer, avec quelles règles, etc. On pourra prendre du temps sur le sujet, mais la confidentialité, finalement, est liée à la confiance que la personne peut avoir vis-à-vis de l'organisation. Donc, c'est un sujet qui est assez sensible. Il y a la question de l'équité interne, j'en ai parlé un peu. C'est de se dire comment on est capable de faire des choses qui soient reproductibles finalement au sein de l'organisation, ou que au sein d'un collectif, l'aménagement qui est envisagé paraît équitable effectivement au sein du collectif en termes de contribution de chacun à ce que cet aménagement fonctionne. Et le dernier point qui est assez essentiel, je travaille beaucoup sur la question du management des fragilités personnelles. Mon observation, c'est que voilà, on est dans le cadre des aménagements raisonnables avec une reconnaissance RQTH, mais globalement, les solutions, on en a beaucoup avant qu'on soit sur cette situation de reconnaissance RQTH, c'est-à-dire comment on est capable finalement de trouver des solutions à des situations qui sont finalement assez mineures, mais qui potentiellement pourraient se dégrader, c'est-à-dire passer de fragilité à vulnérabilité, voire à situation de handicap avec reconnaissance, parce que c'est là où on a le plus finalement de levier pour agir. Voilà pour moi. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour avoir présenté cette situation très concrète et qui doit parler à nos auditeurs.
Je ne sais pas si quelqu'un voulait intervenir suite voilà, à l'exemple de Monsieur Bourcard notamment. Moi, je sais que, voilà, je vais peut-être commencer en tant que correspondante handicap, des personnels. Il m'arrive souvent, en fait, de faire intervenir enfin, de proposer en tout cas aux agents de faire intervenir des professionnels de la pathologie ou du handicap pour une sensibilisation de l'équipe, en fait. Et voilà, c'est souvent quand je rencontre la personne qu'on fait une analyse de la situation, etc. Et en fait, la plupart du temps, je dirais dans les 90% des cas, quasiment, j'ai un refus de la personne en fait, ce que je conçois très bien hein, parce qu'elle veut pas se faire mettre en avant, etc. Et voilà. Et quand j'ai un oui, on me dit oui, je veux bien qu'il y ait une sensibilisation sur le handicap, mais je veux pas qu'on pointe sur ma situation personnelle. Voilà. Donc toute la difficulté pour moi de convaincre en fait la personne concernée du bienfait de cette action-là en fait. Donc voilà, vous avez présenté Maud, mais Maud, elle était d'accord pour parler de sa situation et c'est vrai que c'était du coup très facilitateur ensuite pour la suite, quoi. Je peux peut-être voilà, apporter un élément de réponse. Alors, j'ai parlé de la confidentialité. Dans un premier temps, en fait, Maud, elle était d'accord d'en parler, mais dans un cadre confidentiel au sein de son équipe. D'accord. Et donc, au sein de l'entreprise, en fait, il n'y avait aucune information sur le sujet. Euh, et, euh, et on n'a jamais communiqué au sein de l'entreprise sur cette situation-là. Ça s'est limité effectivement au périmètre du service. Donc, effectivement, ça nécessite d'avoir une confiance sur le fait que je vais m'ouvrir à mes collègues de ma situation. Et je peux comprendre que dans certains cas, effectivement, et j'ai rencontré des situations où les personnes, euh, on le voyait dans le cadre du groupe d'écoute, où là, je veux dire, des personnes, effectivement, ne souhaitaient pas parler de leur situation. Alors, et en même temps, plus elles parlaient, enfin, c'était l'intérêt du groupe d'écoute, le fait d'accepter d'en parler, ne serait-ce qu'à une personne du groupe d'écoute avec des règles de confidentialité strictes, faisait que finalement, je vais réussir à en parler à une personne. Peut-être je peux en parler Mhm. à un cercle un peu plus large. Enfin, en tout cas, la mise en mouvement autorisée, mais avec une gestion de la confidentialité qui soit forte. C'est vraiment pour moi un point de vigilance en disant, mais finalement, à quelles conditions la personne va se sentir à l'aise à pouvoir finalement avancer sur le sujet et pouvoir en parler. Et peut-être que la première étape aurait pu être, par exemple, pour la situation de Maud, et on l'a fait pour d'autres cas, de se dire, finalement, ça va être uniquement mon manager et pas l'équipe. Ouais. Mais je pense que pour moi, les leçons de l'expérience sont vraiment sur une logique de petits pas avec lesquels la personne concernée va se sentir à l'aise et en validant que la question de la confidentialité est bien posée et suffisamment sécure et qu'on est aussi capable de la tenir, bien entendu. Le dernier élément que je voudrais rajouter, c'est que les expériences positives alimentent les nouvelles expériences. C'est-à-dire sans Tout à rentrer, fait. et ça c'était le rôle du groupe d'écoute, sans trahir la confidentialité, c'est de dire, oui, il y a eu des situations comme celles que tu vis qui ont été traitées par l'entreprise et en donnant, je dirais un peu d'éléments, mais d'éléments qui ne trahissent pas la confidentialité pour dire, ouais, l'entreprise, elle est capable de faire ce genre de choses-là pour intégrer. Et donc ça, c'était aussi un gros levier pour que finalement les personnes se disent, finalement, euh, je pourrais accepter d'en parler parce que ça met suffisamment en sécurité par rapport au fait d'aller exposer, moi, une vulnérabilité personnelle.
Donc l'idée de ces sensibilisations, effectivement, c'est pas de rentrer dans le secret médical, c'est vraiment de pouvoir échanger avec le collectif et de trouver des aménagements adéquats ensemble, en fait. Et voilà. Moi, la chose qui m'a marqué, je pense que ça a été un puissant levier, ça a été quand même de dire plutôt que faire. C'est vrai que dans la description, c'est beaucoup, je dirais, du factuel et plutôt finalement comment la personne elle vit sa situation et pas un angle pathologique. Mm. Mm. Oui, si vous permettez, moi j'aimerais aussi réagir par rapport à ce qui a été précisé dans le chat concernant la référence aux salariés en situation de handicap qui n'ont pas besoin de temps additionnel, comme cela est précisé dans le message, et qui ne feront pas d'erreur dans leur travail. C'est vrai que le, le travail qui est fait vraiment autour du handicap depuis quelques décennies, c'est précisément de pas avoir cette vision négative et d'avoir je dirais plutôt une vision factuelle de la situation. Et à partir du moment où, par l'appui des normes juridiques, mais aussi, on le voit bien, hein, par tout le travail qui est fait dans les organisations, que cette situation soit actée comme elle est. Voilà, la personne a telle et telle singularité, hein, c'est plutôt le terme aussi qu'on emploie de plus en plus, hein, cette singularité et qui conduit à devoir plus ou moins aménager. Après, les textes, en fait, obligent l'employeur à y réfléchir. Ça ne suppose pas nécessairement que on aille jusqu'à un aménagement immédiat. Le seul intérêt quand même des- d'anticiper cette question des aménagements, c'est de pouvoir aussi accompagner les personnes sur des temps de rupture, où on voit bien que c'est précisément parce qu'on ne l'aura pas anticipé, parce qu'on n'en aura pas, on n'en aura pas discuté, même si la personne n'en a pas besoin à l'espace T, que eh bien, ça peut être vécu quelques mois, quelques années plus tard, d'une manière beaucoup plus brutale. Alors que si même si on n'a pas vraiment besoin d'un aménagement au début, y penser, ça peut être une solution. Mais en tout cas, voilà, pour dire que c'est pas du tout envisagé, pas du tout par rapport à des éventuels risques d'erreur, hein, mais plutôt envisager une situation la plus factuelle possible et aussi y penser, ça permet d'anticiper à moyen et à long terme. Voilà mes remarques que m'inspire cet élément, mais je vois que la rédactrice du message veut prendre la parole. Merci d'avoir réagi déjà à mon propos. Oui, en fait, moi j'étais un petit peu étonnée au début de la présentation précédente. Euh, c'est vrai que je suis personnelle en situation de handicap hein, visuel et j'avais un petit peu l'impression qu'en fait il y avait une forme d'idée reçue que il y a des erreurs qui peuvent être faites, il y a du temps additionnel qui peut être nécessaire. Et c'est pas forcément le cas. En tout cas, pas plus d'erreurs que le monde des valides. Et du coup, bon là, votre réponse me convient davantage. Et je suis d'accord aussi avec vous que on peut voir les choses en effet à long terme. Les handicaps peuvent évoluer. Donc c'est bien que quand l'employeur disons, part de ce principe-là et est vigilant là-dessus. Et pour revenir à ce que disait aussi Nathalie sur la communication et le fait d'avertir ou pas, ou de sensibiliser ou pas les collègues, enfin l'entourage direct, ça c'est vrai le choix de chacun, être en capacité d'avoir envie ou pas que les gens sachent. Euh, Là, je pense il y a un travail à faire et là, on vit pas tous le handicap de la même manière. Il faut parfois du temps ou pas. Moi, je veux juste aussi vous donner mon cas personnel puisqu'on disait que il faut bénéficier des expériences réussies précédentes. Moi, ma direction m'a beaucoup accompagnée, était un peu, ne pouvait pas parler à ma place de ce que j'allais être en capacité de faire ou pas lorsque je suis revenue, puisque je n'avais pas de handicap il y a 8 ans. Et finalement, c'est moi qui ai pris le parti
de le dire à tout le monde, entre guillemets. Alors, j'ai pas envoyé un message à tout mon laboratoire, mais j'ai discuté avec chaque responsable d'équipe pour dire quelles étaient ou non mes capacités actuelles par rapport à l'avant. Et finalement, globalement, les gens comprennent et les gens, voilà, on peut oublier. Le handicap invisible a ceci que qu'on l'oublie, enfin que les autres l'oublient, pas forcément nous, mais les autres l'oublient, et c'est tout à fait, enfin, c'est compréhensible. Mais du coup, voilà, c'est quand on arrive à faire ce passage-là, d'en parler, à défaut d'accepter une sensibilisation de l'équipe, qui est quand même pour moi, je pense, très efficace aussi, même si moi je l'ai pas fait, c'est vrai, j'avoue. Je pense que voilà, il faut des temps comme ça, des réunions comme aujourd'hui. Enfin, il faut plein de petites choses et s'aimer pour que le regard change et que les gens comprennent davantage. Voilà, merci. Merci pour ce témoignage positif sur le fait d'en parler en fait. Je pense que c'est important. Il y a des gens qui vous écoutent sur le sujet, je pense. Mm. Moi, je voulais rebondir sur les propos qui viennent d'être tenus par notre collègue. Et en fait, en début de conférence, j'avais une question sur jusqu'où en fait on peut aller dans l'aménagement pour qu'il soit juste pour la personne qui en a besoin et tout en restant acceptable pour le collectif, surtout dans le cadre d'un handicap qui ne se voit pas ou qui peut s'oublier. Et en fait, hier, on a eu une formation donc, sur les troubles psychiques avec quelque chose qui a été dit et qui, à mon avis, est très juste. C'est que l'intervenante disait qu'en fait, on s'aperçoit très vite que ce qu'on met en place pour des personnes, enfin, pour un handicap invisible, qui sont vraiment utiles et absolument fondamentales, bah, finalement, c'est que du confort en plus pour tout le monde, en fait. Et du coup, je trouve que ça rentre un peu en résonance avec ce que disait Monsieur Bourcard sur la notion d'anticipation, de prévention des personnes qui sont en situation de handicap, mais peut-être d'autres qui sont pas au stade du handicap, mais qui sont sur des fragilités. Et voilà, donc du coup, l'importance en fait de ce travail de prévention et de sensibilisation en fait pour bah, finalement pour améliorer le quotidien de tout le monde. Oui, oui. Alors, c'est vrai que le droit n'envisage pas de cadre précis, mais c'est vraiment une vertu en réalité, parce que ça permet d'adapter et de pouvoir euh, ça, comment dire, être flexible sur ce que l'on va pouvoir faire. Et puis, je crois que c'est précisément dans cette co-construction, à la fois entre la personne et puis le service, mais aussi l'équipe, qu'on va naturellement trouver ce point d'équilibre. Et supposant qu'il y ait certainement besoin d'ajustements réguliers, d'où ce que disait Monsieur Bourcard sur la nécessité de faire des points d'étape régulièrement. Donc, On a une question dans le chat. Bonjour, merci pour oui. ces échanges. Les aménagements raisonnables sont-ils aussi de droit dans le cadre d'un stage pour les étudiants? Alors, mais je ne connais pas précisément la réglementation en la matière, mais clairement, nos étudiants qui sont concernés ont la possibilité de différents aménagements dans tout leur cursus d'études. Donc, on imagine aisément que dans le cadre des discussions sur le plan de formation qui est établi par le pôle handicap, prend en considération ces besoins. Ce qui suppose que là aussi, il y ait une révélation déjà en tant qu'étudiant, qu'il y ait une révélation en tant qu'étudiant qui va faire un stage ou qui va être alternant. Alors, alternant, c'est plus simple puisque là, on a dispositions droit du travail qui vont s'appliquer, mais c'est certain que il va y avoir toutes ces étapes-là à franchir aussi pour les étudiants. Madame Lombard, je vois que vous voulez compléter. Oui, oui, c'était juste pour confirmer, Sylvie, ce que vous venez de dire. Effectivement, le pôle vie étudiante se charge de faire tous les aménagements pour l'ensemble des handicaps, visibles, invisibles, même les handicaps momentanés, comme on dit souvent, l'accident de ski, etc. Il y a un inventaire assez large et pour mettre en place toutes les dispositions nécessaires pour que la poursuite de l'étude, de la formation puisse se faire. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir un handicap déclaré à partir du moment où
le rendez-vous a été pris avec le pôle vie étudiante et qu'il est confirmé par le médecin. Et voilà. Après, il y a un document officiel qui est pris pour l'ensemble de l'année, qui s'appelle le PAEH et qui suit toute l'année scolaire, l'année universitaire plutôt, là, c'est pas scolaire, de l'étudiant ou de la formation continue. Je vous prie de m'excuser si je peux Ah bah, intervenir aussi. j'avais pas vu Christian, tu te diras mieux Oui, que moi. en complément, hein, merci. Hein, je vous prie de m'excuser. Là, alors, je vais faire un mauvais jeu de mots, mais je suis aussi un peu handicapé dans le sens où je n'arrive pas à trouver l'icône pour lever la main. Donc, je suis déjà navré pour mon retard. Je vous prie de m'excuser. Hein. Donc, je suis Christian Brosseau. Moi, je suis référent handicap pour les étudiants. Donc effectivement, hein, moi je voulais faire plusieurs remarques par rapport à ce que j'ai entendu. Hein, est-ce que justement cette difficulté que peuvent avoir les personnes justement à parler de leurs difficultés, de leurs spécificités, si je puis dire. Hein, est-ce que, comme je viens de le faire d'ailleurs, hein, est-ce que c'est pas lié, comment dire, à une question générationnelle? Ce que je veux dire par là, c'est que, grâce à tout ce qui est fait d'un point de vue des scolarités, hein, depuis la loi de février 2005. Est-ce que justement quelque chose, le changement du regard sur quelque chose qui soit moins pathologisant, je vais y arriver, hein, et plus comme justement ce qu'on est en train de dire, une reconnaissance de spécificité et que toute personne, hein, avec toutes ses spécificités, parce qu'on en a toutes, hein, eh bien, peuvent être aussi, enfin, sont contributrices plutôt, hein, à une valeur ajoutée au sein de l'entreprise, quoi. Et que, au lieu de parler de, comment dire, de compensation, hein, ce qui est dans l'état aussi actuel des choses, hein, et ce qui est forcément, comment dire, assez compliqué hein, à mettre en œuvre, enfin assez compliqué, qui peut être compliqué à être mis en œuvre, hein, ce qui fait qu'on arrive à des choses sur les aménagements raisonnables. Est-ce que derrière, il n'y aurait pas une démarche et une évolution à faire en termes d'accessibilité, si je peux dire, au travail, hein, c'est-à-dire de penser l'organisation du travail, de penser les locaux nativement pour que, ils soient les plus, enfin, le travail, les locaux, etc., soient les plus accessibles possibles. Ouais, c'était ça un petit peu la remarque que je voulais faire. Hein, Si je peux réagir par rapport à cela, effectivement, on est vraiment dans une logique d'une approche capacitante, en fait, hein, des questions du handicap. C'est pour ça que tout à l'heure, je faisais référence au factuel. Voilà, c'est une donnée factuelle et c'est la structure qui va s'adapter. Et je rejoins tout à fait ce que vous disiez, Christian, hein, sur le fait que nous avons enfin, les générations qui viennent dans les structures de travail sont aussi maintenant des générations qui ont vécu le handicap dans leur scolarité, soit parce que voilà, ils avaient des camarades en situation de handicap, soit il y avait des classes qui étaient intégrées. Et voilà, c'est ce qui fait évidemment sens dans une société que il n'y a pas de rupture entre les différentes personnes concernées. Et, je me permets quand même de dire que vous avez été à l'initiative, Christian, d'une démarche très très favorable hein, pour nos étudiants en créant le module Handy Management hein, qui maintenant continue de vivre aussi de manière très intense. Et bien, d'ailleurs, nous étions avec Christine l'année dernière pour voir les projets que les étudiants travaillent dans le cadre de cette formation-là. Et donc tous nos étudiants, quelle que soit leur discipline, qui ont potentiellement vont devenir des managers, peuvent suivre cette formation qui est gérée par notre service de formation continue, hein, qui s'appelle Handy Management et qui sensibilise nos étudiants sur ces questions-là d'une manière anticipée dès leurs études par rapport à leur mission à venir en tant que manager. Oui, je ne sais pas si je dois dire quelque chose là-dessus, mais oui, tout à fait. Hein, voilà, ça fait maintenant 4-5 ans qu'il existe, hein, donc il est ouvert à la formation continue hein, et à la formation initiale hein, pour tous les étudiants de l'université, même sur les sites distants. Et tous les ans, il y a une cinquantaine de jeunes qui y participent, quoi. Donc l'idée, en fin de compte, de ce genre de module, hein, c'est bien sûr une sensibilisation, mais aussi aider ou plutôt une désensibilisation. Hein, par rapport comment dire, aux jeunes, et puis donner comment dire, un premier niveau
formation, de connaissances sur la thématique du handicap au travail, le rôle de tous les salariés dans le cadre, en fait, d'une politique globale au niveau de l'entreprise, quoi. Voilà. Et donc savoir un petit peu quels sont les ressorts, etc. Quels sont aussi les biais on peut avoir au niveau, comment dire que, enfin de pensée pour, je dirais, vis-à-vis du handicap, etc. Et puis, ben, essayer ce que je disais tout de suite, de faire évoluer les choses vers le fait que nous avons tous des spécificités, donc et tant mieux, parce que sinon ce serait, comment dire, triste la société dans laquelle on vit. Et ensuite, par rapport à cela, eh bien, chaque personne aussi est contributrice à une valeur ajoutée au sein de l'entreprise, quoi. Après, il faut justement profiter de ce biais-là, si je peux dire, pour pouvoir réfléchir à l'organisation du travail. Et comme ce qui a été dit tout de suite, cette réflexion aussi, c'est une réflexion qui peut être bénéfique, en fin de compte, à tout le monde, quoi. Voilà. Je dis pas peut-être, qui est bénéfique à tout le monde. Même. Si je peux me permettre, alors je vais continuer, parce que je ne sais pas si c'est moi qui dois continuer ou pas, mais si je reprends, comme dire, ce qui est indiqué comme aménagement raisonnable dans le cadre des stages, alors je peux pas vraiment parler des stages, mais je peux parler quand même des aménagements qui se font dans le cadre, vous voyez, c'est ça qui est un peu dommage, c'est que nous aussi, au niveau des étudiants, on va dire de l'accompagnement des étudiants, il faut qu'on évolue, c'est-à-dire arrêter de parler en termes d'aménagement et de compensation, mais parler plus en termes d'accessibilité. Et c'est qu'il est aussi fait mention, en fin de compte, de aussi aménagement raisonnable. Voilà. Donc ça reste très, très, comment dire, enfin, il y a une définition quand même, mais bon, ça reste très, très, très sujet quand même à interprétation. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être le mot de la fin, Monsieur Bourcard et Madame Moison-Châtaignier. Si vous avez, je sais pas, un conseil à nous donner ou quelque chose qu'on doit retenir, ce serait quoi? Je peux peut-être commencer du coup. Moi, moi, je suis plutôt spécialiste du monde de l'entreprise. Aujourd'hui, en fait, clairement, il y a encore beaucoup de situations, je dirais, de désinsertion professionnelle liées à l'invalidité. Donc, quand on regarde les statistiques, elles sont encore très fortes. Et donc, je dirais, l'enjeu, et particulièrement des aménagements raisonnables, c'est justement d'aller trouver des solutions pour maximiser effectivement cette possibilité du maintien et de la progression dans l'emploi. Et je pense qu'une des pistes, elle est sur la question des fragilités et des vulnérabilités personnelles, parce que là, il y a encore il y a un champ d'action qui est important pour éviter que les situations elles ne se dégradent, euh, sachant qu'il y a effectivement une parole qui se libère quand même sur le sujet, mais que en tout cas, dans le monde de l'entreprise, encore une tendance un peu à considérer que c'est un sujet d'ordre personnel. C'est-à-dire que l'entreprise a une obligation effectivement de traiter les vulnérabilités qui sont d'ordre professionnel, mais celles qui sont d'origine personnelle, en fait, restent du domaine personnel. Or, si on raisonne en termes d'impact humain, économique, juridique ou de réputation, en fait, il y a un enjeu à aller avec des règles de confidentialité, du respect du choix de la personne, etc., d'aller vers une logique de prise en compte pour éviter d'être dans où j'ignore, où je prends en charge. Mais que je pense qu'il y a un avenir effectivement à aller travailler cette logique de comment on est capable de prendre en compte et dans une logique d'aménagement raisonnable, un peu adaptée par rapport à celle qui était introduite par la loi de 2005 sur le handicap, parce que je pense que ça permettrait en tout cas
in fine, d'avoir beaucoup plus de maintien et de progression dans l'emploi à terme. Voilà. Merci. Et merci pour la parole. Je crois que en fait, plus on multipliera les rencontres de ce type, que ce soit autour d'une information sur différents handicaps ou fragilités, et plus il y aura cette nécessité de naturellement la prendre en considération dans les structures. Je crois que quand Madame Ingan tout à l'heure disait, quand j'interpelle un agent pour parler de son handicap, ça pose difficulté parce que tout de suite ça met un projecteur sur cette personne. En réalité, peut-être qu'on peut le dénouer autrement, à savoir que même sans savoir quelles sont les situations des agents dans une structure, régulièrement, on informe parce que de toute manière, on sait que statistiquement, dans nos structures, on est concerné par tel ou tel trouble, et que valoriser cette information neutre, neutre, factuelle, et voilà, une information, pas une réaction, eh bien, peut certainement nous aider à avancer. Je suis d'accord avec vous. Sur les semaines du handicap, justement, on propose différentes actions et on se rend compte en fait que les personnes qui viennent à ces actions sont des gens qui sont en situation de handicap ou concernés de près par le sujet, et on a vraiment du mal à sensibiliser en fait au-delà. Et voilà, ça c'est une vraie question qu'on s'est déjà posée. Comment sensibiliser les autres en fait. Voilà. Juste un point, Magor, sur le sujet. Moi, lorsque j'interviens en entreprise sur le sujet, c'est vraiment de se dire, aujourd'hui, les fragilités, elles sont d'ordre physique, elles sont d'ordre psychique, elles sont d'ordre social, elles sont toutes en progression significative si on regarde les statistiques à l'échelle nationale. Et ce qui fait que on peut dire aujourd'hui que aucun collaborateur dans une entreprise ou une organisation ne peut dire qu'il va être à l'abri d'un épisode de fragilité qui soit temporaire ou permanent à l'échelle de sa carrière. Donc c'est vraiment un sujet qui concerne tout le monde. Tout à fait, mais parfois les gens s'y intéressent que quand ils sont réellement touchés, en fait. Tout à Toute fait. la difficulté. Exactement. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé, d'avoir contribué à ces échanges. Monsieur Brousseau rappelle qu'à titre d'information, effectivement, la semaine dernière, l'université a signé la charte Atypie Friendly. Je crois que dans l'intranet, il y a une information sur le sujet et plus d'informations si vous voulez vous documenter sur ce sujet. Il y a également sur l'intranet, sur la page, au niveau de la DRH, des informations. Et notamment les contacts, hein, si jamais vous avez besoin de rentrer en contact avec des professionnels pour vous accompagner. Je crois que, je sais pas, Nathalie, si tu as tu avais prévu de diffuser les petits contacts, enfin la fiche de contact. Je peux le faire. Enfin, tout est à disponibilité hein, sur la page de l'intranet sous l'onglet DRH. Et la page du SMUT pour les agents d'université et du SSE pour les étudiants. On se permet de le rappeler à chaque fois parce que hier, on était en formation et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas encore bien tous ces services et qu'il est important de pouvoir les mobiliser au besoin. Voilà, donc au SMUT, une équipe pluridisciplinaire avec des médecins du travail, des infirmiers, un assistant de service social et un psychologue du travail. À la DRH, voilà, Nathalie a été présentée en tant que correspondante handicap. Et puis sur le volet plutôt étudiant, donc l'équivalent du SMUT pour les étudiants, le SSE, service de santé étudiant, avec toute une équipe aussi à disposition des étudiants qui en auraient besoin. Et puis Monsieur Brousseau en tant que référent
handicap au niveau des étudiants. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci de votre accueil Merci. Merci aussi beaucoup pour échanger. Jason Châtaignier. Merci. Merci.